La place pavée tremblait sous des milliers de pas. L'air était imprégné de fer et de sueur. Dans les rangs se tenaient des hommes qui allaient affronter des barbares dont les épées étaient plus longues, les corps plus puissants et les cris plus forts. Mais ce sont précisément ces courtes lames, d'une longueur d'à peine un demi-mètre, qui décidaient du sort des continents. Pourquoi une arme qui en apparence était inférieure à presque toutes les autres est-elle devenue le principal instrument de la conquête d'un demi-monde ? Et que se cachait-il derrière ce simple morceau d'acier s'enfonçant dans l'histoire de l'humanité comme dans la chair de l'ennemi ? La réponse est cachée dans le glaive romain, une arme qui a changé l'idée même de la guerre. Les Romains ne se battaient pas simplement, ils créaient un système. Selon Polybe, les légionnaires n'étaient pas une foule, mais un mécanisme vivant où chaque détail avait sa place. Leur courte épée était appelée gladius, du latin gladius qui signifiait épée. Mais contrairement aux lames barbares, ils ne coupaient pas, ils perçaient. Le gladius n'était pas un symbole de force, mais un symbole de calcul. Sa longueur, environ 50 cm, son poids, environ 800 grammes. Trop court pour le coup d'épée d'un chevalier, mais idéal pour une frappe précise au cœur. Imaginez un instant de silence avant l'affrontement. La ligne de front de la Légion abaisse ses immenses boucliers rectangulaires, et sous leurs bords, comme des langues de serpent, apparaissent les lames. Ce n'est pas une mêlée chaotique, mais un rituel de sang-froid. Un pas en avant, une estocade sous la côte, un pas en arrière. Ainsi, les Romains transformaient le champ de bataille en une fabrique de mort, où chaque seconde était le mouvement d'un mécanisme parfaitement huilé. Cette formation s'appelait la manipule. 20 ans avant notre ère, l'historien Tite-Live écrivait que c'était précisément la formation manipulaire qui avait permis à Rome de soutenir l'assaut d'ennemis la surpassant en nombre à plusieurs reprises. 3 lignes d'infanterie, les Astati, les Principes et les Triarii, se déplaçaient comme des vagues, se relayant. Chaque vague ne laissait derrière elle que poussière et corps. Les découvertes archéologiques le confirment. Sous Carthage, sous la forêt de Teutobourg et aux frontières orientales de l'Empire, des dizaines de gladius ont été trouvés. Courts, courbés par le temps, mais toujours affûtés. Le métal, forgé à partir d'acier espagnol, supportait des charges incroyables. Le type hispanique, le Gladius hispaniensis, est devenu la norme, car il combinait robustesse et équilibre, permettant de porter un coup sans perdre le contrôle. Le Romain en armure portait sur lui non seulement une épée, mais aussi toute une philosophie de la guerre. Contrairement aux barbares qui se battaient pour la gloire, il combattait pour l'ordre. Sa lame ne brillait pas au soleil, ne scintillait pas d'ornement. Elle était comme Rome elle-même, stricte, fonctionnelle, invincible. Lorsque le vent balayait le sable des corps des ennemis tombés, le gladius restait planté dans le sol, comme un signe de pouvoir, court, silencieux, mais absolu. Et c'est à ce moment précis qu'est née la principale révélation militaire de l'Antiquité. Pour maîtriser le chaos, il faut une arme pas plus longue qu'un bras tendu. Mais la force du gladius ne résidait pas seulement dans le métal. Elle vivait dans ceux qui le tenaient en main. Les hommes qui s'entraînaient chaque matin sur des mannequins en bois ne frappaient pas par fureur, mais par rythme. Ils affûtaient non pas la force, mais la précision. On les appelait miles, soldats, hommes de devoir. Et ce devoir déterminait l'avenir de l'Empire. Le secret de l'épée romaine ne résidait pas dans l'acier, ni dans la forme. Il résidait dans la manière dont on l'utilisait, dans la capacité à transformer l'instant en avantage. C'est pourquoi le gladius romain est devenu non seulement une arme, mais une extension de la volonté humaine. Et lorsque des milliers de ces courtes lames s'élevèrent pour la première fois vers le ciel au-dessus des Pyrénées, le monde ne savait pas encore que quelques décennies plus tard, ce serait elle qui déciderait du destin de l'Europe. Dans le sud de l'Espagne, dans l'air chaud et poussiéreux de Sagonte, retentit pour la première fois le cliquetis de l'acier d'où naquit un mythe. C'est ici, pendant la Deuxième Guerre punique, que les Romains rencontrèrent pour la première fois les armes des mercenaires ibères, des épées courtes et aiguisées, tranchant l'âge terre avec une facilité terrifiante. Ces lames étaient plus courtes que les Gauloises et plus lourdes que les Grecques. Elles pénétraient le corps comme un couteau dans de l'argile humide. Les Romains furent stupéfaits. Selon Polybe, les légions virent pour la première fois une arme capable de transpercer un homme jusqu'au cœur d'un seul mouvement. Ainsi naquit le Gladius hispaniensis, l'épée espagnole devenue le cœur de l'Empire. Mais avant que cette lame ne se retrouve entre les mains de chaque légionnaire, Rome devait la comprendre. Le travail du métal en Espagne était considéré comme le meilleur de la Méditerranée occidentale. Les forgerons locaux utilisaient une méthode spéciale de forgeage multiple, créant une lame souple mais robuste,
capable de ne pas se briser lors d'un impact contre une armure. Les maîtres romains adoptèrent la technologie et la perfectionnèrent. Chaque gladius était précis au millimètre près. Une lame d'environ 55 cm de long, une pointe affûtée des deux côtés, un équilibre décalé vers la poignée pour un contrôle maximal. Cette épée n'avait pas l'air intimidante. Sa force résidait dans la manière dont elle fonctionnait au sein du système. Le légionnaire ne frappait pas, il perçait. Le coup portait vers l'avant, dans l'espace découvert entre le bouclier et le corps de l'ennemi. Une seconde, et une courte poussée décidait du sort de l'affrontement. Polybe écrivait que les Romains ne combattaient pas avec fureur, mais avec la précision froide d'un chirurgien. C'est pourquoi les ennemis s'enfuyaient souvent, sans même comprendre d'où était venue la mort. Mais pour que la lame devienne le prolongement de la main, il fallait forger la main elle-même. Les entraînements dans les camps romains, les castrats, étaient une épreuve d'endurance et de volonté. Le soldat commençait la journée par une formation et marchait 20 km en équipement complet. Un bouclier pesant 10 kg, un casque, 1,5 kg, une cuirasse, environ 12. Derrière son dos, des provisions, des outils de sapeur, un javelot pilum et le gladius lui-même sur le flanc droit. Pourquoi à droite? Pour que la main plaquée contre le corps puisse instantanément dégainer l'épée sous le bouclier, sans se découvrir. Chaque mouvement était affûté, comme un mécanisme d'horlogerie. Ces hommes s'entraînaient avec des épées en bois plus lourdes que les vraies. Chaque coup était répété 1000 fois. Les Romains croyaient, si le corps s'habitue à la lourdeur, l'acier semblera léger. On leur apprenait non pas à couper, mais à enfoncer, courtement, rapidement, presque sans élan. Cela semblait simple, mais en réalité cela exigeait une coordination parfaite en formation serrée, où chaque pas et chaque mouvement dépendaient du voisin. Ainsi, le Romain apprenait non seulement à se battre, il apprenait à faire partie d'un tout. La tactique de formation dans laquelle la courte épée prenait tout son sens s'appelait la testudo, la tortue. Lorsque l'ennemi criblait la légion d'une pluie de flèches, les Romains levaient leurs boucliers au-dessus de leur tête, créant une carapace vivante. Sous cette carapace, ils avançaient, pas à pas, jusqu'à ce que la distance se réduise à un seul coup. Alors les boucliers s'ouvraient, et les gladius, tels des griffes de prédateurs, s'enfonçaient dans l'adversaire. Pour le spectateur moderne, cela peut être comparé au jeu coordonné d'une équipe de football. Chacun connaît sa place, chaque pas est calculé. Mais si l'un commet une erreur, toute la formation se désagrège. C'est pourquoi dans l'armée romaine, une erreur était un crime, et la discipline, une loi sacrée. Pour la rupture de la formation, la mort. Pour la fuite, la crucifixion. Les centurions, vétérans de dizaines de campagnes, veillaient à ce que le jeune soldat ne se contente pas de tenir l'épée, mais en comprenne le rythme. L'un de ses commandants pouvait longer la ligne et, sans dire un mot, comprendre au regard qui était prêt à mourir et qui tremblait. Le gladius testait non seulement la force, mais aussi l'esprit. Les archéologues trouvent des mannequins d'entraînement en bois et des arènes de sable dans les anciens camps. Les creux à leur surface sont les traces d'entraînement sans fin. C'est là que le légionnaire romain s'endurcissait, transformant la courte lame en une arme de guerre totale. Lorsque les guerriers sortirent pour la première fois au combat avec le gladius renouvelé contre l'armée d'Hannibal, l'ennemi ne savait pas encore qu'il avait perdu, car désormais les Romains combattaient non seulement avec l'épée, mais aussi avec un système. Leur lame était le prolongement de la tactique, leur mouvement, l'incarnation de la discipline. Et chaque coup de cette courte épée ne rapprochait pas seulement la victoire dans une bataille, mais la naissance de l'idée même d'empire, un monde où l'ordre triomphe du chaos. Le soleil d'été se reflétait sur les casques de bronze, aveuglant les adversaires, tandis que la ligne romaine avançait lentement, mais inexorablement. Ce n'était pas un élan, pas le chaos d'une attaque, c'était la marche d'une machine. Dans chaque manipule, 120 hommes, disposés en quinconce, avec une respiration identique, un pas uniforme, la même froideur dans les yeux. Lorsque la deuxième guerre punique atteignit son apogée, Rome comprit. Le destin de l'Empire ne se décidait pas au conseil des sénateurs, mais par la longueur de l'épée dans la main du légionnaire. La bataille de Cannes, 2016 ans avant notre ère. Un jour devenu symbole de défaite, mais aussi de tournant. Hannibal encercla une armée de 80 000 hommes, et les légions romaines périrent presque entièrement. Tout semblait perdu. Mais c'est précisément après Cannes que le gladius devint non seulement une arme, mais un symbole de renouveau. Rome cessa d'imiter ses ennemis. Elle commença à apprendre de ses défaites. Polybe écrivit que « ce n'est qu'après d'effroyables pertes que les Romains comprirent qu'une lame courte exigeait du sang-froid, et non de la force. Désormais, chaque coup, chaque pas du légionnaire était affûté avec une nouvelle précision.
Le centurion, commandant d'une centurie, devint l'incarnation de ce système. Il ne se contentait pas de commander, il marchait en tête. Son bâton, appelé vitis, n'était pas un symbole de pouvoir, mais un instrument, avec lequel il frappait le dos de ceux qui traînaient et relevait ceux qui tombaient. C'est lui qui veillait à ce que le gladius ne devienne pas un jouet entre les mains du soldat. Le secret du gladius résidait dans le fait qu'il ne combattait pas seul. Avant chaque coup venait le javelot pilum, lourd, avec une pointe de fer fine qui se tordait à l'impact, empêchant l'ennemi de l'utiliser contre les Romains. Le pilum transperçait le bouclier, et à l'instant où l'adversaire tentait de l'arracher, le légionnaire était déjà là, un pas en avant, une estocade sous la côte. Court, presque silencieux, mais mortel. Cette technique, décrite par Tite-Live, devint un classique de la tactique romaine. La formation dans laquelle il était employé s'appelait triplex acies, le triple ordre. Devant, les astati, jeunes, endurants. Derrière eux, les principes, expérimentés, fiables. En dernier se tenaient les triarii, les vétérans, la dernière ligne. Lorsque les deux premières lignes s'épuisaient, les triarii se levaient à genoux et entraient dans la bataille. Même leur dicton est entré dans l'histoire. L'affaire est arrivée aux triarii, ce qui signifiait jusqu'à la dernière chance. Ces trois lignes se déplaçaient, comme trois vagues d'une même mer. Les premières brisaient la formation ennemie, les secondes achevaient, les troisièmes consolidaient la victoire. Le gladius fut créé précisément pour ce rythme, court, rapide, maniable. Sa lame se brisait rarement. Les archéologues ont trouvé des exemplaires sur lesquels des dizaines d'affûtages étaient visibles, mais le métal restait intact. L'acier espagnol ne décevait pas. César écrira plus tard dans ses commentaires sur la guerre des Gaules que le légionnaire romain frappait là où l'ennemi s'y attendait le moins, sous le bouclier ou à la gorge. C'est précisément en cela que résidait le génie du gladius. Il agissait là où une arme longue perdait son avantage. Comparez cela à un sport moderne. Le gladius, comme un coup de poing direct, court en boxe. Sans élan, sans mouvement ostentatoire, juste la force de l'instant. Cette arme exigeait non pas une puissance brute, mais de la concentration. C'est pourquoi le gladius, ce n'est pas une épée pour les héros solitaires, c'est une épée pour ceux qui maintiennent la formation. Mais la force physique n'est qu'une partie de l'équation. Le légionnaire devait posséder une endurance presque surhumaine. 25 km de marche par jour avec une charge allant jusqu'à 30 kg. Dormir à même le sol, une ration, une poignée de blé et un peu de vin. Ils construisaient des routes, des ponts, des camps, puis ils allaient au combat. Ce n'était pas une armée, c'était un mode de vie. Sur l'une des dalles de pierre trouvées près de Nîmes est gravée l'inscription « Gladius non dormit ». L'épée ne dort pas. Ces mots, peut-être, étaient la devise de la Légion. Et ce n'est pas une métaphore, le gladius était toujours à portée de main, même la nuit, sous le manteau, près du cœur. Poussière, sueur, fracas du métal. Au combat, le gladius sonnait comme un accord court. Un cliquetis, un coup, un cri, un pas en arrière. Ainsi Rome avançait pas à pas, transformant chaque bataille en entraînement pour la suivante. Quand les légions revinrent après Cannes, il ne restait en elles ni peur, ni doute. Ils marchaient vers Hannibal pour retrouver leur honneur. Et chaque légionnaire savait, désormais sa force, n'était pas dans la taille de la lame, mais dans la profondeur à laquelle il était prêt à l'enfoncer dans le chaos, pour restaurer l'ordre. L'an 119 avant notre ère, au-dessus de l'Italie du Nord planait une nouvelle menace. Les Cimbres et les Teutons, des barbares gigantesques avec de longues épées et des voix ressemblant au rugissement du tonnerre. Ils étaient plus grands que les Romains de près d'une tête, et leurs lames, d'une paume entière plus longue que le gladius. Lorsque ces colosses du Nord faisaient irruption dans la formation, leurs coups brisaient les os et les boucliers. Mais c'est alors qu'une nouvelle armée naquit, l'armée de Caius Marius, et la courte épée prouva de nouveau que ce n'est pas la longueur de l'acier qui décide, mais la précision de son mouvement. La réforme marianique changea tout. Désormais, chaque soldat était un professionnel, et non un paysan ayant pris les armes temporairement. Leur armement devint unique, standardisé, et le gladius, obligatoire pour chacun. Il n'était plus un symbole d'élite, c'était désormais l'instrument du peuple en armure. Chaque épée avait un nom, une marque et une longueur d'environ 52 cm. Rome devint une armée de forgerons et de discipline. Selon Plutarque, les soldats de Marius dormaient avec l'épée, mangeaient avec elle, mouraient avec elle. Le gladius était porté à droite, afin que la main sous le bouclier puisse porter un coup en un instant. Le soldat était entraîné non pas à lever le bras, mais à pousser la lame vers l'avant, courtement et précisément.
Le coup portait de bas en haut, sous les côtes, sous le bouclier, dans le ventre. Silence et géométrie froide. Voilà comment le Romain tuait. À la bataille de Vercellae, les gladius décidèrent de l'issue de la guerre. Lorsque les cimbres firent irruption, faisant retentir leurs longues lames, les Romains les accueillirent d'un mur de boucliers. Un pas court en avant, une poussée, une expiration, un pas en arrière. Leur formation ne se brisait pas. Les barbares frappaient largement, tandis que les Romains perçaient de près. Sur le champ où 120 000 hommes s'étaient affrontés, l'air résonnait de cris, mais les gladius faisaient leur œuvre en silence. Plutarque écrivit qu'après le combat, la terre n'était plus visible sous les corps, et les épées des légionnaires étaient dans leurs fourreaux, mais le sang s'écoulait encore le long de leurs poignets. Le terme décrivant leur formation de combat sonnait comme une contre-attaque de tortue, la testudo. Mais cette fois, les Romains utilisèrent aussi une autre formation, le coin, appelé cuneus. C'était une flèche vivante, perçant le centre de l'ennemi. Les gladius se déplaçaient de manière synchrone, comme des engrenages, et chaque coup ouvrait la voie au suivant. Il est difficile pour l'homme moderne d'imaginer à quoi ressemblait ce combat. Pas des duels chevaleresques, pas des combats héroïques, juste un rythme. Des dizaines de milliers de pas, d'estocades, de respirations identiques. Les Romains ne se sentaient pas humains, ils faisaient partie d'une machine. Même l'odeur de la guerre, un mélange de sang, de poussière et de métal, faisait partie de cette machine. Les archéologues ont trouvé dans le nord de l'Italie un lieu de bataille où parmi les ossements d'hommes et de chevaux gisaient des dizaines de lames. Sur certaines, des marques de haches. Sur d'autres, des traces d'affûtage répétées. L'acier des gladius tint bon, alors que l'armure des barbares se déchirait sous la tension. Après la victoire de Vercellae, Rome devint inébranlable. Le légionnaire n'était plus seulement un combattant, mais un symbole d'un système où chaque rouage œuvrait pour un objectif commun. Leurs camps d'entraînement, les castras, apparurent dans chaque province, et avec eux se répandit le gladius. D'Espagne en Gaule, de Gaule en Bretagne, de Bretagne vers les provinces orientales. Lorsque les guerriers traversèrent le Rhin et entrèrent pour la première fois en terre germanique, le gladius devint le symbole de l'ordre, s'enfonçant dans le chaos des forêts du Nord. Mais ces forêts répondirent. Là où l'espace se resserrait entre les troncs, les longues épées perdaient leur utilité, tandis que le court gladius redevenait le roi du combat rapproché. Tacite écrira plus tard que les Romains combattaient comme si les murs se déplaçaient d'eux-mêmes. Cependant, tout n'était pas si simple. Les historiens divergent dans leurs appréciations. Certains estiment que le gladius atteignit sa perfection précisément à l'époque de Marius. D'autres, que son apogée se situa sous le règne d'Auguste. Mais une chose est évidente. Vers la fin du 1er siècle avant notre ère, le gladius devint plus qu'une simple arme. Il devint un symbole de pouvoir. Sur les bas-reliefs, sur les stèles funéraires, dans la main des statues de légionnaires, partout, une épée courte, légèrement inclinée vers l'avant. Lorsque Gaius Iulius César mena ses légions à travers le Rubicon, derrière lui marchaient des hommes dont les gladius avaient déjà conquis la Gaule. Ces épées n'étaient pas ornées d'or, mais leurs estocades décidaient du destin des rois. À l'instant où César prononça « Le sort en est jeté », le monde savait déjà. Derrière lui venait le fer, ignorant le doute. Et dans chaque main levée vers le soleil, brillait la même lame, courte, laconique, mais inébranlable, comme l'idée même de Rome. La poussière de la Gaule retombait sur les casques de bronze, et le soleil se reflétait sur les lames, comme si la terre elle-même brillait de sang. L'an 51 avant notre ère, les légions romaines sous le commandement de Gaius Iulius César encerclèrent la forteresse d'Alésia. À l'intérieur, Vercingétorix, chef des Gaulois, et 80 000 guerriers. Autour, les Romains, 25 légions. Entre eux, un anneau de mur, de remparts de terre et de palissades, derrière lesquels se cachaient les courtes lames des gladius. C'est ici, parmi les collines et les feux fumants, que le gladius montra sa véritable vocation, être une arme pour la victoire dans des conditions impossibles. César écrivait que ses légionnaires ne pouvaient pas se permettre de longues épées. Dans l'étroitesse des fossés et des remparts, il n'y a pas de place pour l'élan, c'est la main qui agit, et non l'épaule. Et dans ces mots, l'essence du gladius. Il fut créé non pas pour un duel chevaleresque, mais pour un combat où l'homme et la terre se fondent en un seul. Un coup en diagonale, une poussée, un pas en arrière, tout dans un rythme métrique, comme si le combat était un labeur et non une bataille. Au moment des guerres des Gaules, le gladius avait pris sa forme définitive, le gladius de type Mayence. Une lame plus large, une base épaissie, un poids d'environ 900 grammes. Il conservait le tranchant espagnol, mais devint plus maniable au corps à corps.
Les légionnaires de César l'utilisaient avec le lourd bouclier scutum, rectangulaire, incurvé, haut presque jusqu'au menton. Lorsque la légion se rangeait en front serré, ses boucliers formaient un mur, et les gladius des pointes en dessous. Polybe notait qu'aucun ennemi ne pouvait supporter une telle formation plus de quelques minutes. Le Romain se tient silencieux, comme une pierre. Mais quand il fait un pas, la terre tremble. Gaulois, Francs, Germains, tous étaient habitués aux grands mouvements d'épée. Ils frappaient de haut en bas, espérant fendre l'adversaire en deux. Le Romain frappait vers l'avant, sous le bouclier. Son coup était presque invisible, court, comme un souffle, mais décisif. La bataille d'Alésia dura 2 jours. Les barbares assaillirent les fortifications romaines vague après vague, et chaque fois qu'il semblait que la ligne romaine allait flancher, de courtes estocades de gladius jaillissaient de sous les murs. Un historien écrira plus tard « Les Romains ne combattaient pas. Ils se déplaçaient comme un organisme vivant, où chaque main savait où enfoncer l'acier. » Mais le gladius n'était pas seulement une arme de mort, il devint un instrument de survie. Avec lui, les légionnaires coupaient des branches, creusaient la terre, découpaient la nourriture. Il faisait partie du quotidien, comme la cuillère ou le couteau du soldat moderne. Dans les camps archéologiques de Gaule, on trouve des lames aux extrémités émoussées, clairement utilisées pour le travail, non pour le combat. Pour le Romain, le gladius était le prolongement du corps, même en temps de paix. Après les guerres des Gaules, le gladius devint le symbole du pouvoir de Rome sur les peuples conquis. Chaque fois que les légions entraient dans une nouvelle ville, les aigles, symbole de la légion, étaient portés en avant, et à leur côté brillaient les courtes épées. Même lorsque César entra triomphalement dans Rome après sa victoire, les gladius des légionnaires reflétaient les torches, comme pour avertir « L'Empire ne tiendrait pas sur l'or, mais sur le fer ». Cependant, César lui-même comprenait. La force du gladius ne résidait pas seulement dans la capacité à tuer, mais aussi dans la discipline de celui qui le manie. Il écrivit « Rome ne vint pas par les armes, mais par l'ordre ». Dans ces mots, l'essence de toute la machine militaire romaine. Le gladius n'était pas simplement une épée, il était une mesure de caractère. Chaque soldat savait, s'il flanche, la formation s'effondrera, et avec elle, toute Rome. Après l'assassinat de César, les gladius se teignirent de nouveau de sang, cette fois dans les guerres civiles. À Philippe, à Actium, à Mutina, les Romains tuaient des Romains, et la courte épée, créée pour conquérir le monde, se retourna contre ses créateurs. Mais même alors, elle restait la même, directe, honnête, sans compromis. Lorsqu'Octave Auguste devint le premier empereur, il ne changea pas le gladius. Il ne fit que changer le sens de son utilisation. Désormais, cette épée protégeait, et non ne conquérait. Elle devint le symbole de la Pax Romana, la paix romaine, qui reposait non seulement sur les lois, mais aussi sur le souvenir de ceux qui tenaient dans leurs mains ce morceau d'acier. Et pourtant, à sa pointe vivait toujours l'ombre des batailles passées. Parce que chaque gladius gardait l'empreinte de la main de celui qui un jour se tenait dans la poussière d'Alésia et savait « Le monde entier peut être conquis si l'on tient en main une courte épée et une volonté de fer. » Rome devint un empire. Le monde, bâti sur le sang, reposait désormais sur la peur et l'ordre. Mais le gladius ne disparut pas. Il restait aux côtés de chaque légionnaire posté aux frontières lointaines, sous les pluies de la Bretagne, dans les sables de la Syrie, sur le Rhin et le Danube. Sa forme devint un peu plus simple, plus courte, le gladius de type pompéien, moins d'ornements, plus de fonctionnalité. Ce n'était plus l'arme du conquérant, mais l'instrument du mécanisme impérial, l'épée du gardien. Les premières décennies de l'Empire se déroulèrent sous le signe de la paix. Cependant, c'est précisément pendant cette période que le gladius acquit une nouvelle signification, rituelle. Il devint un symbole de l'honneur légionnaire. Lors de la prestation de serment, les légionnaires touchaient leur poitrine avec la lame, jurant de défendre Rome et l'empereur. Même sur les stèles funéraires des défunts, le gladius était représenté non pas en combat, mais au repos, rangé dans son fourreau, la lame vers le bas, comme un signe de devoir accompli. Les historiens trouvent des dizaines de gladius dans les camps du nord de la Bretagne, près du mur d'Adrien. Ils sont étonnamment uniformes. Pas de précieuses décorations, pas de motifs individuels. Tout est standardisé, comme le souffle d'une armée où le personnel est dissous dans le collectif. Mais c'est précisément en cela que résidait la force de Rome, une discipline anonyme. Progressivement, la courte épée commença à céder la place à un nouveau type, la spata. Plus longue, plus lourde, adaptée à la cavalerie. Elle permettait de frapper depuis la selle et d'atteindre l'ennemi plus loin.
Mais le gladius ne disparut pas instantanément. Il resta longtemps en service, dans les garnisons, les patrouilles, les rituels. Il devint un archétype, la forme idéale de l'arme de combat rapprochée. Lorsque l'Empire s'effondrait sous l'assaut des Goths et des Perses, les vieilles lames brillaient encore au soleil. Elles survécurent à leurs maîtres, aux empereurs, et même à Rome. Les archéologues les trouvent dans les ruines de Vindolanda, sous les cendres de Pompéi, dans les sables d'Égypte. Partout la même silhouette, une lame droite avec une pointe rhomboïdale, comme si le métal lui-même avait mémorisé l'ordre. Le gladius ne mourut pas sur le champ de bataille, mais tranquillement, avec son époque. Mais son esprit ne disparut pas. Chaque courte baïonnette, chaque dague d'officier, chaque cérémonie militaire porte son ombre. En lui, l'essence de Rome, froideur, discipline, opportunité. Pas un centimètre de trop. Et c'est pourquoi lorsque nous voyons aujourd'hui une épée romaine derrière la vitre d'un musée, elle semble endormie. Mais il suffit de la regarder plus longtemps, et l'on sent qu'à l'intérieur, sous la rouille des siècles, vit toujours l'acier, habitué au souffle du légionnaire et au rythme des pas sur la route de pierre menant à l'éternité.